Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Cognition et formation. Créé par Georges Lerbet et Jean-Claude Salaberry. Dirigé par Jean-Claude Salaberry et Jean Vannereau. Les situations de formation sont complexes. Elles s'appuient sur des processus cognitifs eux aussi complexes. Appréhender ces situations et ces processus signifie que les sujets, chercheurs, formateurs, apprenants, leur milieu et leurs relations sont considérés comme des systèmes autonomes en interaction. Cela conduit à mettre l'accent sur une nouvelle pragmatique éducative, développée au fil des volumes de la collection. Déjà paru. Soit ZAOUANIDENOUX et Elisabeth Mazalon, dire, la formation en alternance. Diversité des dispositifs, perspective des usagers et complexité des approches, 2019. Bernard Claverie, Introduction à l'épistémologie et à la méthode de recherche. À l'usage des ingénieurs et autres scientifiques de l'industrie, 2019. Olivier Francôme, Les chercheurs collectifs coopératifs et l'école moderne, Perspective, 2019. Jean-Claude Salaberry et Bernard Claverie, Introduction aux sciences humaines et sociétales, 2018. Jean-Philippe Gillier, L'œuvre du travail. Contribution à une science nouvelle du travail, 2016. André de Peretti, La légende du réel et de la vie, 2015. Jean-Philippe Gillier, Coord, Se former par un travail de modélisation. Une expérience collective à l'œuvre, 2014. C. Gérard, G. Munoz, Monsieur Rousseau du paysage au territoire de l'alternance, 2013. F. Ancio, T. Forissier et L.F. Prudent, Contextualisation didactique. Approche théorique, 2013. Philippe Clermont, Darwinisme et littérature de science-fiction, 2011. B. Claverie, L'homme augmenté, néotechnologie pour un dépassement du corps et de la pensée, 2010. Fragment d'un discours pédagogique. Un petit matin de pluie. Gris et froid le matin. La pluie s'est calmée. Seules quelques gouttes glacées. C'est la récréation de 10 heures. Sous le préau, je discute avec mes collègues, dont 2 sont chargés de surveiller la cour. 150 gosses courent, jouent, se poursuivent, les joues rougies par le froid. De temps en temps, la maîtresse de service siffle sans conviction, à l'adresse de quelques acrobates qui se pendent au poteau de basket. Le manque de ferveur du sifflet a dû s'entendre. Les gosses font mine de descendre, dansent autour du poteau puis regrimpent. Celui-là est un nouveau du cours élémentaire. Il n'a toujours pas de copain, semble-t-il. Il erre seul, posant son regard triste sur les grands qui jouent au foot, sursautant, apeuré, quand des fusées courantes le frôlent. Ça fait 3 fois déjà qu'un groupe de costauds le bouscule. Il n'erre plus, il fuit. De son blouson étriqué dépassent 2 mains rougies, qui se recroquevillent l'une sur l'autre. Il surveille inquiet les circuits des coureurs. Cette fois il se retrouve par terre. Seul. Dans l'eau. Il essuie son pantalon de velours qui paraît neuf, et lui adresse un regard catastrophé. Il pleure tout juste. Quelques sanglots maigres, comme s'il ne voulait pas qu'on le voie. Debout, il ne pleure plus. Il marche, le regard vide. Ailleurs. Le revoilà par terre. Cette fois, les pleurs sont plus nourris. À quoi bon se relever? Il se frotte le coude, assis dans l'eau. Un groupe de 4 s'approche, le soulève et l'entraîne de force vers les maîtres de service. Il essaie de résister. Il a peur? Il doit se sentir coupable. Essuie-toi et va jouer loin des grands. Le groupe le laisse. Il erre maintenant, sous le préau. Il n'a plus que 5 minutes à attendre, et il retrouvera sa place, la classe. Là au moins il ne risque rien des grands, et s'il ne fait pas de bêtises, rien de la maîtresse. Il comprend qu'il vaut mieux se recroqueviller et s'effacer que d'affronter la vie, le dehors, les autres. C'est certainement déjà un enfant sage. Son naufrage ne fera aucun bruit. Un petit matin de pluie. J'en ai assez d'entendre parler de la coqueluche du petit, ou du temps qu'il a fait ce week-end. Je reconnais que ce sont des choses dont il faut tenir compte, mais il fait froid, et je rentre en classe pour me réchauffer. Je pense encore à celui-là mouillé, sali, vaincu et coupable. Il faudra que je me guérisse de ces pensées. Ce n'est pas un des miens, et je n'y peux rien. Du zozotement de Fredo, le baveur, je n'entends que la faim. Je le dirai au conseil, cet après-midi. Oui, tu as raison, le conseil s'est fait pour ça.
La récréation terminée, le calme revient. La pluie fait un bruit de papier froissé sur le toit. L'école fonctionne, rien à signaler. Des êtres sans qualité. Nous pensons qu'un homme ou une femme sans qualités exceptionnelles peut avoir une action éducative, aider les enfants à grandir dès que certaines conditions sont remplies. Ce n'est pas l'éducateur qui éduque, c'est le milieu. Ce qui n'explique rien, Makarenko indique seulement une direction de recherche. Nous sommes d'abord matérialistes, mais nous ne nous limitons pas à la question primordiale des locaux et des effectifs. Qui oserait prétendre à ou exiger une action éducative sur des enfants entassés? Les conditions matérielles sont des préalables, mais nous les considérons comme des données, puisqu'ordinairement le maître n'a que peu d'action sur elles. Le matérialisme scolaire, dont parle Freinet depuis 1924, ne se limite pas au local et au mobilier. Il est question des outils qui orientent une pédagogie. S'il est vrai que l'invention du collier de cheval a fait plus pour l'émancipation de l'homme que les discours sur la liberté, rien n'interdit d'avancer que l'introduction d'une presse Freinet par exemple, dans une classe, rénove davantage la pédagogie que les exhortations au changement. Nous insistons surtout sur l'organisation précise du travail qui fait qu'une classe marche, ou ne marche pas. Là comme ailleurs, le niveau du développement technique influe sur le mode de civilisation. Ce matérialisme scolaire-là est aussi pour nous un préalable. Ce qui se passe dans une classe de type traditionnel est hors du champ de ce livre. Nous éviterons autant que possible de parler de l'école, des institutions externes avec lesquelles il s'agit de composer. Est-ce à dire que nous en négligeons la prégnance ? Subalternes dans un système archaïque, nous sommes mieux que d'autres, bien placés pour en apprécier le poids. Les techniques Freinet, des groupes organisés, des relations contrôlées, le problème est-il résolu ? Sur un point cependant, nous n'expliquons pas grand-chose, qu'est-ce qui fait évoluer ? La petite presse, le conseil, le sociogramme ? Les éducateurs savent bien que ce n'est pas si simple. Certains, quelle que soit l'origine de leur résistance vis-à-vis de la psychanalyse, finissent souvent par penser que dans la classe comme ailleurs, les inconscients parlent, même et surtout si on ne les entend pas, que ça hurle parfois sous forme de blocage, de symptômes, de passage à l'acte et d'explosions dites imprévisibles. Mais Freud est toujours interdit de séjour dans le royaume de Jules Ferry. Tout au long de ce livre apparaît en contrepoint ce qui insiste dans la classe. De quoi parlons-nous ? 1. La pédagogie institutionnelle. Un champ limité à notre compétence. La classe coopérative primaire, ce qui s'y passe et fait évoluer enfants et adultes. La même pédagogie est utilisable avec des adultes. Un objectif, l'analyse nécessaire au travail, de ce qui se passe dans des classes coopératives réelles, actuelles. Un langage, la monographie d'écoliers ou de classe. Ne rien dire que nous n'ayons fait. S'interdire les généralisations hasardeuses, les il faut et il faudrait des pédagogies intentionnelles. Un point d'appui, le travail théorique de la psychothérapie institutionnelle, confère. Tosquel, Jean-Houry, Guattari. Le terme pédagogie institutionnelle fut proposé par Jean-Houry en 1958. Et 3 dimensions nécessaires. Les techniques, la production, l'organisation, confère. Marx Freinet. Le groupe et ses effets, confère. Moreno, Lewin. L'inconscient, confère Freud, Lacan, Dolto. 2. Quelques lignes directrices, confère. Freinet et d'autres. Embrayer sur la vie, sur la réalité. Donner du tirage. Trouver ou créer des situations génératrices d'action. Utiliser l'acquis, les compétences, l'apport des enfants et du milieu. Substituer aux motivations ersatz, concurrence, notes, classement, une pédagogie de la réussite individuelle et collective. Remplacer la discipline de caserne par la discipline de chantier. Tous les enfants sont différents, la classe homogène est un rêve. L'école sur mesure ou le désir retrouvé, chacun travaille à son niveau, à son rythme, selon ses possibilités actuelles. Bonne ou mauvaise, toute relation duelle, pédagogique, est nocive, des médiations sont indispensables. Les échanges matériels, affectifs, verbaux sont conditions de tout progrès, échange implique réciprocité. Favoriser la vie sociale en tenant compte des effets du groupe. L'inconscient est dans la classe, quand la parole s'arrête, le symptôme parle. Inévitable et nécessaire, tensions et conflits se résolvent en passant par la parole,
par le symbolique, etc. 3. Les techniques utilisées. Essentiellement les techniques Freinet qui assurent les apprentissages scolaires et des productions échangeables, qui imposent la coopération et l'ouverture de la classe sur le monde actuel. À partir de l'expression libre des enfants, paroles, textes, dessins, le journal scolaire imprimé, échangé, diffusé. La correspondance et son complément, les sorties, enquêtes. Les outils autocorrectifs permettant le travail libre et le contrôle personnel. 4. Quelques institutions variées et variables. Différentes selon les classes et les moments. Ce qui caractérise la pédagogie institutionnelle, c'est la possibilité pour le collectif de changer ou de créer des institutions en réponse aux besoins ressentis et aux demandes exprimées. Importance des institutions instituantes comme le conseil de coopérative. Le mot institution n'est pas pour nous synonyme d'établissement. Nous appelons aussi institution ce qui, collectivement, s'institue dans nos coopératives. La simple règle qui permet d'utiliser le savon sans se quereller est déjà une institution. Parmi bien d'autres. Des lieux de parole libres ou protégés, l'on peut tout dire. Un lieu de décision. Au conseil, les propositions deviennent décisions communes, règles de vie et font la loi à tous, maîtres compris. Organisation de la classe en sous-groupes fonctionnels, ateliers, classes de niveau scolaire, groupes occasionnels. Définition précise des lieux, limites, loi de fonctionnement. Reconnaissance des possibilités différentes de chacun. Définition évolutive des règles et des statuts. Facilitation des échanges matériels par la monnaie intérieure. La classe est dans l'école. Limite de validité des institutions. Préalable à toute discussion. Connaissance précise de ce qui existe, de ce qui dès maintenant est possible. Nous appelons institution. Qu'entendons-nous par institution ? La simple règle qui permet d'utiliser le savon sans se quereller est déjà une institution. L'ensemble des règles qui déterminent ce qui se fait et ce qui ne se fait pas en tel lieu, à tel moment, ce que nous appelons les lois de la classe en sont une autre. Mais nous appelons aussi institution ce que nous instituons. La définition des lieux, des moments, des statuts de chacun suivant son niveau de comportement, c'est-à-dire selon ses possibilités, les fonctions, services, postes, responsabilités, les rôles, présidence, secrétariat, les diverses réunions, chefs d'équipe, classes de niveau, etc., les rites qui en assurent l'efficacité, etc. Nous pensons qu'il est possible d'institutionnaliser le changement, c'est-à-dire de faire en sorte que ce changement soit permanent. Si le conseil, lieu de parole, est aussi lieu de pouvoir, si régulièrement tout est remis en question, il est possible que la classe-groupe vive. L'atomium de la classe. Figurons-nous chaque élément par une boule, disposons ces boules sur une sphère idéale et relions chacune des boules à toutes les autres. Vous avez reconnu l'atomium de l'exposition de Bruxelles. Au centre de cette sphère idéale, une place. Le lieu de la classe où nous nous trouvons quand nous sommes intégrés dans la classe et soumis à l'action simultanée des différents éléments. Ce lieu nous apparaît comme un champ où peut se produire l'action éducative. Il n'y a plus lieu ici de faire la distinction entre les élèves, le maître et la psychologue. En ce lieu, nous sommes agis par les divers éléments, mais nous pouvons aussi agir sur ces éléments, agir et non nous agiter. Lieu de l'angoisse peut-être, mais aussi lieu de l'action, lieu de vie. Le peuple libre des enfants. En classe, on travaille, on crée. Dans le terrain vague, on joue à n'importe quoi. Le terrain complète la classe, occasion d'observation, d'activité, de contact, d'échanges sociaux. Le maître regarde vivre le peuple libre des enfants. Il a plu. Nous sommes allés dans le terrain. Le ruisseau déplace la terre. Il creuse quand il coule vite. Il dépose du sable quand il ralentit. Nous avons vu un torrent et une embouchure de fleuve. La péniche vide est haute sur l'eau. Elle s'enfonce si on la charge de cailloux. C'est comme sur la Seine. Nous avons construit un barrage. Le torrent est devenu un lac. Mais nous n'avons pas bâti d'usine électrique. Tous. Préface à l'enfance qui n'a pas d'âge. À Geneviève et René Lafitte, mes racines pédagogiques, mes plus anciens amis. À d'autres visages, voix et styles faisant repère. La pédagogie institutionnelle constitue un moment rare, où les sciences humaines, psychanalyse, anthropologie, sociologie, dynamique des groupes restreints, etc.,
et les sciences du langage, linguistique, sémiotique, analyse du discours, narratologie, etc., font leur véritable entrée de plain-pied dans les classes, c'est-à-dire les classes coopératives de pédagogie Freinet. Des livres ont renseigné cette histoire qui se conjugue encore au présent de l'intempestif. Les principaux intéressés n'ont eux-mêmes cessé de l'écrire. Il faut les lire avant tout autre. Le présent ouvrage n'est qu'une longue marginale assertée en bordure de la pleine page de cette pédagogie. Encore sur la surface qu'elle autorise et cependant à ses bords, ne prétendant à aucune centralité que ce soit, lorgnant même sur ce qu'a priori on croirait c'est dehors, des préoccupations bien éloignées des classes et qui pourtant à mes yeux, et quelques autres, traversent sans cesse l'expérience que, enfant puis adulte, j'ai pu avoir de leur pratique ou de leur lecture. Les pages qui suivent constituent donc, au sens strict, un compagnonnage marginal. Il s'agit de regarder la complexité de cette présence anthroposociale, comme dirait Edgar Morin, et de ses effets au cœur de la classe coopérative. J'entends les effets de cette complexité anthropologique dont tiennent compte les outils pédagogiques, qu'il s'agisse des méthodes naturelles d'apprentissage, des techniques Freinet, des outils institutionnels, etc. Mais également les effets en retour qui font que le profond travail de ces dimensions anthropologiques par le milieu de la classe transforme la qualité du désir, de l'existence et du grandissement. Mais encore, ce qui fait que la classe, si elle est vraiment un milieu anthropologique aussi complexe et profond que tout autre milieu humain, constitue un lieu dans lequel se développent des phénomènes psychiques, groupaux et culturels propres. Enfin, que de cette plongée dans l'univers pédagogique, les outils des sciences humaines ne ressortent pas indemnes, mais cabossés pour leur plus grande chance. Les textes ici rassemblés n'ont pas pour objet de faire un exposé sur la pédagogie institutionnelle. Ils s'installent au sein de son monde, son ambiance et ses humeurs, pour y reprendre à mon compte le dialogue entre ce que j'appellerais à la suite de Francis Humbert, une praxis pédagogique, et les dimensions multiples de l'existence subjective et collective d'un groupe d'enfants ou d'adolescents et d'adultes. Le tout, pour questionner toujours, d'une façon ou d'une autre, ce travail commun et intime de grandir, de tenter d'être plus humain à la fin de la journée qu'à son aube, ou de ne pas l'être moins. Fernand Houry et Aïda Vasquez, les fondateurs de la pédagogie institutionnelle, parlent des classes comme d'un milieu de langage et d'échanges symboliques réciproques. Dans cet ouvrage, il sera question du langage, et ce, dans toutes ses dimensions. Comme structuration de notre réalité par la loi symbolique, ce que nous instituons, comme dimension définitionnelle de l'être humain, et comme parole intime, subjective, dans laquelle se tresse le désir, sous forme de discours du groupe, fondateur du milieu, sous forme de culture, sous forme d'écriture, de dessin, mais aussi de corps et de tout ce qui fait signe pour l'humain. Enfin, le langage n'y sera surtout pas réduit à la langue, même s'il sera aussi question frontalement, du linguistique, ou plutôt de l'interlinguistique et du multilinguisme, mais seulement comme l'une des dimensions de la complexité langagière. C'est cette complexité que ailleurs, j'appelle et explore sous son nom propre, la sémiotique. 1. La pédagogie, ou l'écologie anthropologique des classes. 1. Didactique et pédagogie. À prendre un point de départ qui n'est jamais un principe absolu, mais seulement le choix d'établir une départie, une distinction opératoire, il me semble utile dans le champ précis de la pédagogie institutionnelle, de distinguer entre didactique et pédagogie. Non pas pour les opposer, mais pour ne pas les confondre, et d'autant mieux les lier. Il est aussi vain de nier la nécessité d'une didactique, que de réduire la pédagogie à la gestion d'une suite de séances ou des séquences didactiques plus ou moins sophistiquées. Il est nécessaire que des outils d'apprentissage, toujours plus efficaces, soient mis au point en profondeur, avec passion et précision. Par des enseignants, des équipes, par des chercheurs, par tout autre acteur qui peut apporter sa pertinence propre dans le champ de la transmission des savoirs. On peut dire que les méthodes naturelles d'apprentissage constituent l'arrière-fond majeur de tout ce qui, ensuite, vient s'intégrer dans l'attirail didactique des classes coopératives. C'est en particulier cela qui explique la constante référence des gens de pied au TF, c'est-à-dire aux techniques Freinet, dans leur désignation TFPI. Mais en retour, il serait vain de croire que de tels outils peuvent tels quels être d'une efficacité réelle en profondeur dans la classe et dans la vie de ses sujets. Dans leur quête d'une perfection ou d'un approfondissement dans leur champ propre, les plus pertinentes des méthodes d'apprentissage, les plus élaborées des approches de telle ou telle discipline, ne pourront jamais éviter le fait d'être cabossés par le réel quotidien des classes. Si de tels outils pointus,
dans leur précision quasi mécanique profonde, ne sont pas résidués, réintégrés, dans l'écosystème qui seul peut leur fournir une énergie nécessaire, du sens, des perspectives, de la vie, alors ils seront aussi efficaces qu'une machine à vapeur en plein Sahara. 2. Un écosystème fait d'éthique, de désir et de hasard. Cela tient des points théoriques et d'éthique du champ éducatif. D'une part parce que tout praticien doit se faire l'outil à sa main. D'autre part, si on suit la métaphore fameuse de Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, parce que la pensée humaine est plus proche du bricolage que du plan d'ingénieur et de son idéal a priori d'ordonnancement, de protocole à appliquer, ou de tendre à suivre. Sans une telle éthique bricoleuse des chemins de traverse, l'élève comme l'enseignant ne sont plus des praticiens. Ils redeviennent des pratiquants à qui on dénie la liberté de penser leur pratique et d'en décider. Ils ne s'approprient plus un outil en vue de leur propre liberté de production, ils appliquent un programme, suivent des méthodes. Des méthodes, il en est de bonnes, ce n'est pas la question. Mais de fait, dans nombre d'études didactiques dites scientifiques et les méthodes qui en découlent, très trop souvent les praticiens, l'enseignant comme les élèves, ne sont là que comme informateurs, applicateurs, bref des souris de laboratoire. Il n'y a qu'à voir la hiérarchie des signatures et des contributions dans les publications en la matière. Mais surtout, cela tient au fait que la classe coopérative, en permanence institutionnalisée, désinstitutionnalisée, réinstitutionnalisée, est un écosystème complexe, où les phénomènes de groupe et les phénomènes inconscients créent un tissu singulier, incalculable à l'avance, dans lequel les apprentissages sont pris. Non pas pour s'y dissoudre, d'où l'importance d'apports didactiques toujours plus affûtés, mais pour se brancher sur deux sources d'énergie que le système scolaire habituel refoule ou néglige massivement. La première, le désir de l'enfant, à la condition qu'il s'en trouve, du désir, c'est-à-dire du sens à être là, en classe. La perte de désir, la crise du sens, touche l'école comme n'importe quelle autre partie de la société. Et seconde tresse de ces présences désirantes, la dynamique collective des phénomènes de culture, de partage, de conflits affrontés et partagés à coups de parole. Se brancher sur cette énergie, la transformer en un effort collectif et intime d'organisation, cela représente à la fois un redéploiement de la vie de la classe et l'occasion rare dans le quotidien habituel de l'écolier, de penser sa propre pratique, acte pourtant reconnu par tous les psychologues comme fondateur d'une véritable intelligence, maîtresse de son existence et de sa puissance d'affirmation. Edgar Morin, en anthropologue, insiste sur le fait que toute pensée et toute pratique sont échos intégrés dans leur environnement, et que tout environnement humain digne de ce nom est complexe. À ce titre, penser le métier de l'enseignant comme la gestion, à base de motivation d'une journée faite d'une addition plus ou moins originale de séances ou de séquences didactiques, chacune très élaborée dans son précaré, c'est renoncer à toute complexité. La classe ressemble alors à une pépinière, à un alignement orthonormé de pots où chaque plante croît dans son propre isolement. À tout prendre, la complexité humaine réelle de tout groupe trouve son image fidèle tout à l'opposé, dans une prairie ou une forêt, car c'est là que l'on trouve une véritable richesse écologique. La classe coopérative n'est pas une pépinière, elle a toute sa complexité et donc le besoin d'organiser cette complexité, de savoir accueillir en elle l'incalculable hasard de la vie comme tel, sans vite l'empoter et sans pour autant que l'anarchie s'installe. Célestin Freinet comparait la classe coopérative à une discipline de navire, à ceci près que sur ce navire pédagogique-là, le seul maître à bord n'est pas l'enseignant, mais le groupe entier qui prend en main sa destinée. À ce prix, il est possible, dans l'espace et le temps limité d'une classe primaire ordinaire, de déployer l'infinie richesse d'une société humaine travaillée par le désir de grandir et donc d'apprendre. 3. La pédagogie comme praxis et comme anthropologie. C'est cette complexité et ces conditions de mise en place qui occupera chacun des textes qui suivront. Ils évolueront dans une dimension restreinte, précaire, sans aucune volonté de généralité, une praxis pédagogique. Ce terme a été jadis le plus employé pour désigner un milieu riche, où les sujets travaillent à devenir toujours plus maîtres de leur vie, de leur travail, de la valeur d'échange et d'existence qu'ils produisent, et de la transmission de ce trésor qu'est leur discours, leur théorie, leur savoir. Et toute situation sociale de travail et d'existence peut connaître soit le sort d'être une pratique aliénée au régime macrosocial, soit celui d'embrayer sur une qualité d'organisation politique et d'émergence de processus subjectifs, au point que Félix Guattari parla même un temps de groupe sujet,
par opposition aux groupes assujettis. Parmi d'autres cas historiquement repérables, les coopératives, ouvrières et agricoles, avant que d'être scolaires, ont pu représenter les réalisations concrètes d'une telle révolution anthroposociale. Mais à cette définition de la praxis, la pédagogie et la psychothérapie institutionnelle ont ajouté un élément crucial. Ces sujets sont aussi des sujets psychiques, et la valeur véritable est celle qui tient compte du désir, irrémédiablement singulier. Et s'il faut parler du matérialisme d'une telle praxis, il faut alors entendre résonner en lui autant le matérialisme marxien de l'histoire et des corps, Marx, Gramsci, Benjamin, Adorno, que le matérialisme scolaire cher à Freinet et Houry, mais aussi et avant tout l'invisible présence d'un matérialisme fantasmatique. Tant c'est avec le fantasme que disait Tosquel, on décide de travailler en permanence, sous peine de retomber dans le plus sordide des positivismes. Voilà donc pour ce vocable éculé de praxis. Car somme toute, je n'en ai toujours pas trouvé de moins inexact. À quoi sert-il ce mot ? La pédagogie coopérative d'une classe ne doit pas se lire dans sa seule dimension de combat idéologique, en ceci que son but n'est pas de bâtir une utopie qui servirait de laboratoire à une néo-société. Ce serait plaquer une logique macrosociale sur la logique restreinte, complexe, fragile, celle des praxis. Le but principiel d'une telle praxis est de permettre le grandissement du sujet humain dans son désir, et la mise en place d'un milieu de vie où ce grandissement soit concomitant, et non pas écrasé, avec le développement d'une qualité sociale propre au groupe, généralement restreint, dans lequel tout être humain trouve à vivre et à travailler. Il peut exister une telle politique dont le principe sacré est le désir, une politique qui ne s'humilie pas à être tenue pour rien à l'ombre des grands enjeux, grands soirs ou raisons d'État ou modes de ministère. Disons-le autrement, la dimension la plus légitime sur laquelle brancher la pédagogie nous semble être l'anthropologie, car développer un milieu pédagogique et faire de la classe un milieu de langage, c'est questionner la complexité humaine dans sa plus grande amplitude, biologique, sociale, politique, mais aussi subjective. Or une telle complexité ne se rencontre pas partout dans le réel. À une échelle macrosociale, quand ce sont des lois statistiques de champ qui concernent des agents, que reste-t-il du désir singulier, de la démocratie directe ? À tomber dans un individualisme de méthode, que reste-t-il du groupal ? Un milieu groupal restreint, tel qu'une classe ou une école, travaillé, analysé, se fait le prisme au travers duquel peuvent légitimement venir se travailler nombre de dimensions aliénatoires de la vie réelle, pulsionnelle, générationnelle, économique, sociale, des enfants, de leurs familles et des divers groupes auxquels ils appartiennent. Et ce milieu lui-même développe sa propre complexité. Autrement dit, dans notre champ, celui des classes et des écoles, qu'entendre par anthropologie. Qu'un groupe restreint, celui d'une classe ou de toute autre situation d'organisation coopérative, se fait en développant une complexité qui à son tour, engendre des effets eux-mêmes complexes. Investissement psychique et fantasmatique des sujets dans la vie du groupe, redéploiement politique des statuts, du pouvoir, de la responsabilité et de la liberté des sujets investis dans la loi du groupe, et enfin développement d'une vie propre au groupe, relevant de l'imaginaire, du symbolique et du discours, à proprement parler une culture. Alors que n'importe quel ethnologue, dans une situation d'enquête lambda, considérerait ces phénomènes, leur richesse et leur créativité avec neutralité, comme les signes d'une vie culturelle véritable, tout cela demeure encore étrangement perçu par la doxa éducative comme autant d'aberrations, d'erreurs de conformité, d'utopies, pourtant bel et bien existantes, ou de préoccupations bien secondaires au regard de la priorité des programmes et autres obnubilations sur les fondamentaux. Au contraire, nous posons, tout comme Lacan a dit qu'en psychanalyse, la guérison vient de surcroît, que les apprentissages neureux deviendront le but auquel un système éducatif se donne sérieusement les moyens de faire accéder les écoliers, qu'à la condition de les remettre à leur seule place logique, une place seconde. Non pas parce qu'ils seraient négligeables et secondaires, ils sont la légitime demande sociale vis-à-vis de son école, mais parce que l'urgence de leur refondation s'intègre dans la logique pédagogique de la classe et dans sa dynamique, qui en constitue l'écosystème sine qua non. Jean Houry répétait : la pédagogie et la psychothérapie institutionnelle, c'est la même chose. Nul doute que, antérieurement à tous les ergotages techniques, certes pas tout à fait inutiles, mais dans le fond contingents, un tel adage constitue sur le plan logique et éthique un de nos nord magnétiques les plus fertiles. Pourquoi ?
Au sujet de toute psychiatrie qui ambitionne véritablement de ne pas être indigne d'un projet de psychothérapie institutionnelle, le psychiatre Jacques Schott dit qu'elle est une anthropopsychiatrie. Une nosologie est pour une maladie, un discours qui intègre en une théorie ce qu'est ce complexe souffrant en présence duquel agit un corps soignant. La tendance massive de notre temps, de tous les temps de fort positivisme, consiste à réduire cette nosologie à sa nosographie, c'est-à-dire à une suite désintégrée, cumulativement descriptive, de symptômes, lesquels peuvent alors proliférer et étouffer le réel sous leur croissance exponentielle, elle-même très symptomatique d'une époque et de sa doxa. On voit très bien cela autour du fameux DSM, ce manuel de psychiatrie d'origine nord-américaine, ayant la même autorité mondiale que Monsanto en matière de gestion agricole de la nature, et qui achève l'enfermement de la psychiatrie dans un Vidal pour diagnostic par item. Tout à rebours, Schott après Tosquel et d'autres maintient que la folie, oui ce gros mot, est une dimension intrinsèque à toute existence, à tout être humain. Pareille psychiatrie, celle de la phénoménologie psychiatrique, de la psychanalyse non réduite à une psychologie, de la psychothérapie institutionnelle, engage une anthropologie. Tout autant, une pédagogie véritable, loin d'être réduite à une didactique et tout aussi irréductible à une idéologie, est une anthropopédagogie. Ces deux anthropologies n'ont rien radicalement qui les réduise à une idéologie, c'est-à-dire à l'assomption de telle ou telle figure, celle d'un fou, d'un schizo, au rang de modèle de désaliénation de la société capitaliste patriarcale, etc., ou de l'enfant que nous voulons former, l'homme que nous voulons désaliéner, ou autres captations imaginaires et navrantes qu'on entend si souvent en guise de niaiseries dangereuses. La pédagogie comme anthropologie, la pédagogie comme écologie de la classe, milieu de langage, et pas seulement de langue ou de code, y compris de code de conduite, à faire ingurgiter. Tel serait finalement l'enracinement sémiotique le plus profond où penser les phénomènes humains qui se déploient et se redéploient dans un milieu scolaire institutionnalisé. Bouleverser les règles établies et supposées indiscutables de la relation scolaire dite traditionnelle, donne naissance à des classes coopératives à la fois bien ordinaires, mais à nul autre semblables, toujours rares. 2. Un cheminement, des reprises. 1. Ce qu'est ce livre et ce qu'il n'est pas. Ce livre tient compte de la pédagogie institutionnelle, mais recourt pour sa propre écriture à des outils issus des sciences humaines et du langage, ainsi que de la philosophie et de la politique. Il peut prendre sens de deux façons. La première parce qu'il n'est pas. Il n'est pas un ouvrage continu, comme le fut ma thèse qui proposa une analyse praxique du discours de la pédagogie institutionnelle. Il n'est pas non plus un ouvrage ordonné selon une théorie, même si une théorie sous-jacente le fonde, dont les éléments se tressant aux propos locaux. Pour une appréhension des rapports entre langage, subjectivité et institutionnalisation d'un milieu thérapeutique, ce qu'est aussi la classe, je renvoie à un autre ouvrage, proprement sémiotique, Le langage en deçà des mots, dans le champ proche de la psychothérapie institutionnelle. Partant, qu'est cet ouvrage ? Un recueil de textes étalés dans le temps, articles, communications, conférences et lettres, certains non publiés jusqu'ici, leur ensemble formant parcours. À ce parcours, j'ai tenu à conserver la diversité de tons, qui témoignent d'horizons divers d'écoute, donc de paroles partagées, certains défauts que je ne peux qu'assumer, des répétitions lourdes, des écarts brusques. L'important était que chaque texte demeure lisible de façon autonome, comme il le fut lors de son premier partage, mais aussi certains reliefs qui en ordonnent le cheminement. 2. Progression, reprise, une proposition de lecture. Dans cet habit d'arlequin ainsi fait de reprises, vaguement kierkegaardien et obsessionnel, comme toute recherche au fond, et immanquablement de quelques accros, plusieurs couleurs locales voisines entre elles et que j'ai regroupées par dominantes. Ainsi, on a déjà pu traverser, liminaire salubre, quelques fragments d'un discours pédagogique, traces primordiales à partir desquelles ma propre écriture se place dans une position légitimement seconde de commentaire, de réponse, proposition ou méditation. De deux voies initiales. La première partie, hommage et fondation, rassemble deux hommages que j'ai été heureux de rendre à Fernand Houry et à Aïda Vasquez. Ces textes sont également l'occasion de brosser rapidement le paysage de cette pédagogie institutionnelle et de son éthique. Institutionnaliser le milieu et le parler. La deuxième partie rassemble des propos autour de 4 institutions pédagogiques.
le conseil, les ceintures et la monnaie intérieure, propres à la classe, et l'élaboration monographique, propre au groupe d'éducateurs. C'est l'occasion de faire un parcours au travers de ces outils pédagogiques cruciaux, et du maillage de la vie institutionnelle hors de laquelle leur efficacité serait nulle ou presque. La classe, milieu de langage, c'est avant tout le lieu de la loi symbolique, lieu d'une politique concrète du désir, de la parole et du commun, une trajectoire à travers lieu, limite, loi, langage. Les 4 L de l'institutionnalisation d'un lieu qui permet à chacun de ces sujets, enfants comme adultes, de pouvoir toujours plus persévérer dans son par-l'être. C'est la dimension la plus structurale du langage qui ressortira de cette partie. L'occasion aussi, de parcourir un quotidien que ces techniques et dispositifs aident les praticiens à façonner. Langage et culture, une anthropologie du singulier. Ce façonnage témoigne de l'empreinte humaine qui, dans ces classes, dessine un milieu anthropologique digne de ce nom, au lieu des rabougrissements généralisés que la doxa éducative considère comme garant d'une rentabilité scolaire soi-disant attendue par nos contemporains. Cette anthropologie n'est pas celle d'une réduction de la complexité anthroposociale à une vision macrosociale d'agents de champs anonymes correspondant aux seules lois générales de production de schémas sociaux. C'est une anthropologie du singulier, catégorie, issue de la sémiotique de Charles Sanders Peirce, que l'on peut rapprocher du souci du désir inconscient des sujets tissés dans la dialectique d'une parole, mais aussi dans la dialectique de la culture propre qui naît dans le groupe en vie. Ici naît une culture, disent les membres du groupe jeunesse de la coopérative en analysant une situation d'une journée dans une classe coopérative. La 3e partie est consacrée à une telle fonction de la culture et du langage dans le milieu de la classe. Comment enquêter sur cette culture ? Comment déploie-t-elle cette machine institutionnelle, en l'étoffant d'un imaginaire partagé, porteur d'une existence groupale ? Je proposerai quelques utilisations, sans doute imprudentes, d'outils et de réflexions empruntés au champ des sciences anthropologiques, carrefour incontournable à mes yeux de tout parcours en sciences humaines. Ici, le langage, ce sera surtout l'ensemble des discours multiples, ces sources de poésie sans laquelle la praxis privée d'étoffe se répète, s'éteint ou s'effondre. La classe comme aire culturelle de discours, inséparable de la classe comme lieu institutionnalisé par une loi symbolique librement maîtrisée. Langue, institution et pédagogie, calendretas. La 4e partie constitue une halte dans l'un des milieux les plus chauds qui ont accueilli mon cheminement. Chez mes amis occitans des calendretas, ces écoles bilingues immersives qui tiennent compte de la pédagogie institutionnelle et qui, sous certaines conditions, la croisent avec leur autre militance pour une langue et une culture, et par-delà pour toutes les langues et les cultures qui entrent dans la classe ou font sortir la classe n'importe où dans le monde. Là, la langue est clairement l'objet premier du questionnement. La langue comme objet et comme outil d'apprentissage, mais aussi le moment où elle devient langue singulière du sujet, langue vive du groupe, véritablement une institution de la praxis des classes. À quelles conditions, invisible à tout positivisme, mais agissant en sous-jacence, une pédagogie d'ouverture au passage entre les langues, au défigement sémiotique des signes et des codes, bref à cette expérience sensible et cependant non réifiable du sens, est-elle possible ? Éducation, culture et politique, conférence bolivienne. La 5e partie reprend ces questionnements dans une perspective plus large, qui noue éducation, culture et politique depuis un ailleurs, cher à mon cheminement et riche pour tous, celui de la Bolivie d'avant les tragiques régressions que nous voyons la RE accent aigu envahir à l'heure de réviser ce manuscrit. Ces 3 conférences constituent 3 nuages sous un autre soleil que celui de la Méditerranée de mon enfance, tout aussi chaleureux bien que parfois glacé, celui des Andes. Il n'a pas été question de partir là-bas, appliquer quoi que ce soit, ni même de comparer, seulement de continuer un questionnement. Là-bas, dans l'accueil complice d'autres maquisards pédagogiques, ou face aux considérations toujours macrosociales d'une réforme éducative décoloniale, il s'est agi pour moi de distinguer sans disjoindre, de relier sans confondre, 2 figures du politique. Le champ des praxis pédagogiques et leur irréductible logique, relevant de l'éthique et de ses sujets désirants, et le champ macrosocial des luttes idéologiques et massives, aux logiques générales, statistiques et agentielles. Avec, au nœud de ces 2 champs de force, les corps réels d'un peuple travaillé de langues et de cultures multiples, et qui font la matière d'une histoire en plein bouleversement. Qu'est-ce qu'une praxis pédagogique ? La question cardinale, présente en fond de chaque étape de cet ouvrage, est « Qu'est-ce qu'une praxis pédagogique ?»
J'ai tenté l'essai d'une réponse, reprise théorique de l'ensemble du champ traversé, analysé dans sa pleine dimension de tissage, et non plus comme un fil courant et supportant l'émaillage singulier de chacun des petits essais précédents. Monde pédagogique. Ce parcours, sans s'achever, se bouclera en un retour, par une parole à la fois plus intime et plus large, à travers ce qui peut s'appeler un monde pédagogique, celui de la loi symbolique, du sujet désirant, de la parole singulière et de la coopération entre le peuple libre des praticiens. Ce monde, j'ai eu le bonheur d'en sortir pour partir exister pleinement ailleurs, et j'ai le bonheur de pouvoir y revenir chaque fois qu'il m'apparaît pour ce qu'il demeure. Le lieu rare où sens, éthique et pertinence sont les fils d'une fragile, imparfaite, mais incassable tresse. 3. L'autre présence. Malgré son titre, cet ouvrage ne parlera pas de la pédagogie institutionnelle, mais seulement de quelques classes et de quelques livres qui sont autant d'étapes qui ont balisé mon chemin. Certaines présences seront plus récurrentes que d'autres. Ces autres n'en sont pas de moindre valeur à mes yeux. La tresse d'un parcours à travers certains paysages n'a pas l'ambition du tissage homogène d'une histoire ou d'une géographie. Parfois, la seule occurrence d'un nom résidera dans une note ou en bibliographie. Que ces mentions soient lues pour ce qu'elles sont, un signe, souvent un hommage, en attendant je le souhaite mieux. Je ne saurais trop insister sur la présence de tous ces autres groupes ou personnes que je ne connais pas, ou moins bien, avec qui il m'arrive parfois d'être en désaccord, mais qui font un travail précieux, et pour tout dire sacré, parce que tendus vers une recherche de justice et de justesse, dans les conditions de leur temps, pour le difficile métier qui est le leur et celui des êtres qui grandissent, quel que soit leur âge. Enfin, une dernière présence, aussi paradoxale qu'accueillante. Voici un ouvrage radicalement freudien, rétif à toute réduction du psychisme au paradigme cognitif, et qui préfère parler de transmission entre praticiens plutôt que de formation, dont je dis souvent qu'elle engendre en toute rigueur lexicologique, des formateurs, mais aussi, hélas, des formatés. Le tout publié dans une collection intitulée Cognition et formation. Disons-le tout net, sur le papier, deux antipodes à la limite du canular situationniste. Mais ce serait compter sans l'amitié de Jean-Claude Salaberry et Jean Vannereau, et sans leur sens du dialogue, tant pratique que théorique, et qui rappelle que, qui sait, d'un antipode à l'autre, on peut voyager. On ne refuse pas une telle hospitalité, on l'apprécie à sa juste rareté, et on y demeure dans sa singularité. C'est que sans rien céder sur nos orientations théoriques ni pratiques, il est possible, et en l'occurrence avéré, de trouver des proximités humaines et éthiques, avec des personnes situées parfois fort loin sur la cartographie raisonnable et par ailleurs justifiée des aires épistémologiques. Par ailleurs, je remercie bien volontiers les personnes, revues et maisons d'édition qui, ayant déjà accueilli mon écriture, ont accepté la reproduction de textes tels quels ou remaniés. Les revues Écopie, Cliopsy, Sud-Nord et l'année de la recherche en sciences de l'éducation, l'association Paul Jacquin, les éditions Michel Oudiard, la Poésia, RS et l'Harmattan. 3. Ne rien dire qu'il n'ait fait, ou presque, deux lieux communs de la pédagogie institutionnelle. Françoise Thébaudin, l'une des plus fines pédagogues, quand on lui demandait s'il y avait tant que ça de classes de pédagogie institutionnelle, répondait « Moins qu'on ne dit, plus qu'on ne pense ». Une conviction profonde guide l'énonciation des pages qui vont suivre, que ce dont on parlera ici existe ou s'essaye à exister et depuis longtemps. Il ne s'agit pas d'une utopie, ce bizarre cri que poussent les gens qui ne supportent pas l'idée qu'ils se font d'une telle pédagogie, quand ils écoutent des enseignants parler de leur classe, voire quand ils sortent eux-mêmes de ces classes. Il ne s'agit pas d'une pédagogie rêvée, ce ne serait pas une option si calamiteuse, si cela ne servait souvent d'alibi pour ne pas regarder dans le cambouis des pratiques concrètes. Il s'agit d'une réalité, locale, rare dans son advenu, imparfaite dans sa réalisation, probablement non généralisable. Mais le destin logique d'une pratique est-il impérativement la généralisation ? Pourtant, cette conviction ne vise nullement à convaincre quiconque de quoi que ce soit. On ne convainc pas d'une pédagogie fondée sur le désir. On la propose fût-ce en se contentant de la raconter, de l'analyser, de la méditer, et ensuite, pour ce qui le concerne, le sujet est prié de s'adresser à lui-même, comme dirait l'autre. Le discours des pédagogues institutionnels se signale à deux taux poids, deux lieux communs qui dessinent l'orientation éthique de ce qu'ils donnent à entendre. Le premier situe et limite l'autorité de ce qui va se dire. Il consiste à toujours préciser quel est le sujet qui parle ou écrit.
et souvent c'est à la fois un je, qui signe ou énonce principalement l'ouvrage ou la monographie, et un nous suffisamment concerné, mais pluriel et ouvert à tout autre pouvant apporter sa part de pertinence. Partant, le sujet pédagogique, dans les classes et dans les livres, ne s'autorise que de lui-même, à la condition de ne pas se croire seul, glorieux ou esseulé, c'est à proprement parler un positionnement de maîtrise. Ce dernier n'a rien que d'une institutionnalisation, au sens strict, c'est-à-dire qu'il va se donner à juger, ou à jauger, à l'aune de ce qui sera montré de pertinence dans les monographies ou textes rapportés. C'est pour cela, et quelques autres raisons liées à la position de primaire, dans laquelle le champ du savoir et le champ du pouvoir continuent, malgré des rhétoriques qui ne changent rien à l'habitus du champ, de renvoyer un enseignant qui se permettrait de poser que sa pertinence théorique et méthodologique, et pas seulement pratique, comme le bon sens qui, comme on sait quand on écoute la doxa, est propre à tout bon maître, n'attend rien des énonciateurs autorisés par l'académie ou l'administration. D'où leur second lieu commun, ne rien dire que nous n'ayons fait. Commettrais-je l'erreur, de parallaxe autant que d'éthos, de me prétendre l'un de ces sujets ? Ce serait fausser l'orientation de mon discours et de sa réception. Je viens de cette ère de discours et de culture, car j'en fus un praticien étant enfant, mais n'en suis un acteur actuel qu'à la façon d'un compagnon de route, qui en utilise les outils pratiques et théoriques dans mes propres praxis, c'est-à-dire dans mes enseignements ou discussions avec d'autres praticiens, pas seulement dans l'éducation. Cette épistémée, je la recroise, elle traverse ma subjectivité, tel un lieu commun dans ma tresse existentielle et intellectuelle. Nulle fausse modestie à ses limites. On peut accompagner la pédagogie sans se vouloir soi-même pédagogue, mais quiconque ne pratique pas en permanence une telle pédagogie n'a pas grande utilité à se proclamer pédagogue. De même que si je recours aux précieuses boîtes à outils de l'anthropologie, la psychiatrie ou la philosophie, je n'aurai pas le ridicule de me dire ethnologue, psychiatre ou philosophe. Je pense, je rencontre, je chemine. Ne rien dire qu'il n'ait fait, et le faire savoir à d'autres, est la formulation adaptée à l'éventuelle utilité de ma parole dans le champ de la pédagogie institutionnelle. Pour le reste, mon travail est d'une inutilité transcendantale, comme dirait Giouri. Ma parole est le fruit d'un arbre vif aux racines profondément cachées dans le temps, et la modeste quotidienneté des classes. C'est avant tout dans ce sous-sol, invisible air sous-jacente insoupçonnable par les radars de ceux qui ne se fient qu'à ce qui fait évidence, que survit une pédagogie apte à renaître partout, dans la survie du désir comme la mauvaise herbe de Brassens. Un fruit ne sert de rien pour un arbre, sinon à montrer, comme l'écrivit Félix Leclerc, que ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes. Je suis fils de ce monde-là, pédagogique et pas que, je le porte où j'existe, pense, rencontre. Mes propos sont méditations secondes, échos latéraux, reflets entre deux, dans l'après-coup ou dans l'ouverture à un possible dont j'apporte la greffe depuis les ailleurs qui m'ont accueilli, recueilli parfois. Et en fin de compte, ma seule autorité, car sans elle je ne me serais jamais autorisé à publier le livre, je ne la reçois comme d'un autre fondamental, que des rencontres avec les praxis dans lesquelles ma présence, langagière, analytique et pratique, agit, ou pas, ou seulement sur une certaine durée, ou selon une temporalité parfois plus étale. Entre deux praxis, une véritable rencontre est elle-même une praxis. Quant à ce qu'ensuite j'écris au sujet d'une telle rencontre, si mon autorité se tisse de cette communauté éthique, la responsabilité n'en revient qu'à moi-même. La rencontre comme praxis, c'est en un sens le cas de chacun des écrits ici rassemblés comme autant de cailloux ramassés dans la saquette du cheminot. Parfois, c'est une immersion totale dans une praxis commune, un dialogue, une lettre, parfois c'est le fruit d'une expérience partagée de pensée signée à plusieurs. Enfin, ce peut être une méditation, traîne d'après-coup qui fait retour sur une rencontre dans le temps intime d'un cheminement déjà parti ailleurs, et pourtant amnésique jamais. 4. Une non-évidence, le sens du précaire. Une pédagogie. La pédagogie institutionnelle, en soi, n'est qu'un corps discursif abstrait, si elle n'est avant tout un corps vivant et toujours défigé d'outils, de paroles et de pratiques portées par des sujets et des groupes. Ne rien dire que nous n'ayons fait, disent encore à mes oreilles les instits de mon enfance. Pourtant, cette pédagogie institutionnelle a produit parmi les plus belles pages sur l'école, de ces pages qui prennent des rides mais pas de coups de vieux. Et qui continuent de redonner sérieusement le seul espoir sérieux. Changer le métier ou changer de métier, formule souvent rappelée par Houry, Vasquez et les autres,
mais avec l'honneur d'avoir pris l'alternative au pied de l'enjeu, et d'avoir proposé des outils concrets, frayer des cheminements pédagogiques réels plutôt que de changer de voie. Ces pages, ce sont des monographies essentiellement, sans doute le seul langage possible en pédagogie. Comme disait Lacan à Fernand Houry, ce mot auquel se rattachent tellement les pédagogues, un peu trop qui sait, mais comme un marin qui ne se fie qu'à l'étoile qui ne s'éclipse pas toutes les 5 minutes, comme le font les modes, les gadgets et les rhétoriques éducatives où se noie l'éducation contemporaine. Mais il existe aussi d'autres textes, une constellation qui forme l'épistémé de la pédagogie institutionnelle, dont les confins avec d'autres pédagogies ou d'autres éthiques demeurent ouverts, ouvrants. Et en particulier parmi les autres pédagogies, celle qui demeure toujours là, cette pédagogie Freinet, autre trop gros mot, mais qui est l'arrière-plan sans lequel la pédagogie institutionnelle ne saurait dessiner ses arabesques. La pédagogie institutionnelle est une fidélité critique à la pédagogie Freinet. Ce qui importe, c'est le champ certes discontinu, mal maillé, toujours à reprendre, mais à jamais irremplaçable, qui lie entre eux les classes, les écrits, les transmissions de praticien à praticien des outils théoriques et pratiques sans cesse retravaillés, cabossés, refondés. Un trésor, le seul qui importe dès lors qu'il s'agit de faire naître un milieu où l'humain puisse grandir. Ce champ, par ailleurs surdéterminé et souvent écrasé par les logiques administratives et macrosociales, est inassignable, impossible à fixer. Il n'en est pourtant pas moins le seul réel d'une praxis pédagogique. On sait les pièges qui figent et ruinent irrémédiablement toute définition de ce qu'est la pédagogie, et qui ont toujours fait dire à René Lafitte, et d'autres, que la pédagogie institutionnelle est une non-évidence, qu'elle n'existe nulle part que dans l'acte et le souci d'un sujet désirant parmi d'autres, ici et maintenant, et peut-être plus dans 2 minutes. C'est ce sens du précaire, du sérieux et de l'humour que je tiens comme le plus profond et le plus sérieux héritage de mon père, de mes parents, et de tous mes autres repères. Sa plus simple expression tient dans un impératif ajusté que René Lafitte avait coutume de confronter à son quotidien, vis-à-vis duquel il était d'une exigence farouche, et qui fut et demeurera le monde d'où je viens. Essayez de ne pas être trop con. Tout l'humour de mon père, ce vieil ami, tient dans ce trop, dans lequel résonne l'autre balancement, entre un pessimisme distrait et un optimisme vigilant qui le fit avancer sur sa route à lui, jusqu'à son tout dernier pas. Et c'est là l'éthos que j'emporte, le plus précieux viatique traversant mon propre cheminement. Celui-ci recroise la pédagogie en compagnon de route ou de lutte, mais par-delà, la longue suite de paysages qu'il parcourt, plus ou moins lointains, peut se lire hors tout progrès et toute répétition, sous le signe sérieux de ce sens-là du précaire. Si bien de nos amis peuvent dire avec bonheur qu'ils en sont venus à la pédagogie institutionnelle. Quant à moi, rejetons, j'en viens. Ménilmontant, automne 2019. Première partie, Fondation. Hommage à Fernand Houry. Je vous remercie d'accueillir ces quelques propos au sujet de Fernand Houry, qui est sans doute, aux côtés de Célestin Freinet, le pédagogue français contemporain majeur dans le champ de la pédagogie coopérative. Je me contenterai de poser plusieurs pistes permettant de situer son apport. Fernand Houry est né à la Garenne-Colombes, dans une banlieue ouvrière de Paris en 1920, dans un milieu qu'il a politiquement orienté vers le Front populaire, dans une gauche communiste radicalement antistalinienne. Cet état d'esprit, d'un Front populaire et d'un accès tout aussi populaire à l'éducation, le mènera à la pédagogie coopérative de Célestin Freinet, avec qui il entre en contact. Leur grande différence initiale est que selon Freinet, sa pédagogie ne peut se faire dans certaines conditions de concentration urbaine. Or Houry travaille dans les banlieues pauvres qui accueillent les populations de la décolonisation, dans des écoles qu'il appelle des écoles-casernes, où les enfants subissent massivement une éducation hiérarchique et autoritaire. Dans de tels lieux, il impose la pédagogie Freinet, surtout avec des enfants en difficulté sociale ou psychologique. On peut dire à ce titre qu'Houry a été de ceux qui ont prouvé que la pédagogie Freinet était une pédagogie populaire autant urbaine que rurale. Houry, avec d'autres, se fait cependant exclure du mouvement de l'école moderne. Pourtant lui-même demeurera toujours fidèle à Freinet et sa pédagogie. On peut donc dire qu'il a développé une pédagogie demeurée dans un rapport de fidélité critique vis-à-vis de la pédagogie Freinet. Quelles sont les raisons de cette position, qui définit la pédagogie institutionnelle ? Le Freinet,
Oury conserve le matérialisme scolaire, c'est-à-dire les techniques. Méthode naturelle d'apprentissage, expression libre par la parole et l'écrit, utilisation des outils de travail individuels, et surtout organisation coopérative du travail en petits groupes ou en groupe classe basé sur le conseil de coopérative. La classe est un lieu où les praticiens sont autant les enfants que l'adulte, et où tous construisent un milieu dont ils sont les sujets libres, décidant des lois qui organisent le travail et la vie collective pour rendre possible le respect des existences personnelles, intimes. Ces lois sont des institutions, dont Oury a poussé la réflexion le plus loin. Les institutions désignent toutes les dimensions structurantes et médiatrices de la vie du groupe, les lieux de parole, de décision, de production, les outils d'apprentissage, ateliers, etc., et leur repérage, les ceintures de niveau, les outils d'organisation du travail, les métiers, les ceintures de comportement, la monnaie intérieure, etc. Mais elles assurent aussi les statuts de chacun dans la vie de la classe, et définissent la part de responsabilité, de pouvoir et de liberté de chacun. Ce qui ressort d'une telle situation est à proprement parler une praxis pédagogique, l'expression est du pédagogue et psychanalyste Francis Humbert, une communauté humaine concrète de vie et de travail, de lien social et de respect de l'intime singularité de chaque être. Les enfants et l'enseignant ne sont pas seulement des agents sociaux reproduisant ou consommant un savoir décidé ailleurs et dont ils n'auraient que le devoir de l'appliquer. La vie d'une classe coopérative produit des effets complexes sur le double plan de la vie des groupes et de la vie inconsciente des enfants et de l'adulte. Cette complexité a donné naissance à une comparaison devenue fameuse, de la classe avec l'atomium de Bruxelles. En fait, par-delà les règles de vie, Oury et Aïda Vasquez, psychologue vénézuélienne avec qui il a écrit ses premiers ouvrages et que l'on peut légitimement considérer comme l'accoucheuse de la pédagogie institutionnelle, insiste sur la loi symbolique, la loi du langage, c'est-à-dire sur la dimension anthropologique de ce qui émerge dans la vie d'une telle classe par opposition aux classes traditionnelles. Ce faisant, ils font entrer dès les années 1950 les sciences humaines dans la pensée pédagogique des praticiens. C'est cela, l'apport propre de la pédagogie institutionnelle dans le champ de la pédagogie Freinet, et dont la prise en compte a toujours rencontré le plus de résistance, dans sa dimension psychanalytique, où dominent Freud, Lacan, Dolto et Winnicott, et dans son analyse des phénomènes de groupe, au sens de Bion, mais aussi de la dynamique des petits groupes, de Moreno, etc. La singularité de l'enfant est celle de son désir, au sens psychanalytique du terme. Comment rebrancher le désir sur le fait d'être à l'école, d'apprendre et de grandir, sans manipuler ce désir? En refusant de céder aux stratégies managériales de motivation, c'est l'enjeu éthique et politique de fond de la pédagogie institutionnelle. Ce qui prévaut ici, c'est le refus de tout réductionnisme protocolaire, cognitif, comportemental, tant en ce qui concerne l'existence du sujet que la praxis de la classe. La prise en compte de cette dimension anthropologique et psychique est liée au rapport d'Oury avec son frère Jean, l'un des fondateurs du mouvement de psychothérapie institutionnelle. Ce mouvement, très important dans l'histoire de la psychiatrie française, est à la croisée d'un marxisme issu du POUM, Parti ouvrier d'unification marxiste catalan et de la guerre civile espagnole, et de la psychanalyse freudienne et lacanienne. Jean Oury fut celui qui baptisa pédagogie institutionnelle la pratique de son frère. En profondeur, praxis psychiatrique et praxis pédagogique sont identiques, à un niveau anthropologique et politique, par-delà leur spécificité technique ou pire, les compartimentages disciplinaires universitaires. En particulier, je citerai Félix Guattari, qui fut l'élève de Fernand Oury, et qui a joué un rôle important dans le mouvement de critique de la psychiatrie et au-delà dans la pensée et la politique contemporaine. La pédagogie institutionnelle n'est cependant pas à assimiler au mouvement de l'antipsychiatrie, ni avec le mouvement autogestionnaire en pédagogie, même si Fernand Oury fut l'éditeur en France de Libres enfants de Summerhill, d'A.S. Nil. Fernand Oury est un grand écrivain pédagogique. La forme à laquelle son style très percutant a donné ses lettres de noblesse est la monographie d'écolier, dans laquelle l'élaboration collective et l'influence psychanalytique jouent un grand rôle. Plus qu'un genre ou qu'un style, c'est une forme de langage qui refuse de se laisser réduire au formalisme et au doxa des sciences de l'éducation universitaire, forme qu'Oury a léguée aux enseignants de terrain, leur donnant parole non pas en tant que cobayes ou seulement applicants mais comme théoriciens de leur propre praxis.
Mais la pédagogie institutionnelle ne se limite pas à la personne de Fernand Houry, dont il reste néanmoins le père fondateur. La pédagogie institutionnelle a connu d'autres développements que ceux qu'Houry a mis en œuvre. Quant au mouvement qui se réclame directement de son héritage, il est constitué de plusieurs générations aux trajets multiples, d'où sont nées plusieurs tendances qui aujourd'hui demeurent en rapport, mais qui se distinguent dans certaines de leurs orientations techniques, idéologiques, voire éthiques, et parfois de façon profonde. Cela donne lieu à une variété de façons de concevoir et de faire la classe, mais en gardant une même idée, par les techniques Freinet et D'. Autres. Faire de cette classe un milieu de langage, un lieu de loi symbolique structurant la vie et le travail, ou accueillir le sujet de l'enfant, au-delà de l'élève apprenant des connaissances et des comportements supposés adaptés à la société et décidés sans que les praticiens de l'école aient leur mot à dire. Il faudrait ajouter à ce tableau une réflexion sur les rapports entre pédagogie institutionnelle et formation enseignante, plusieurs départements de sciences de l'éducation francophones, mais également des centres formation et surtout et depuis longtemps, des stages de formation entièrement bénévoles, ces rencontres avec d'autres champs psychiatriques, médicales, sociales, culturelles, ou d'autres engagements, par exemple avec les écoles bilingues immersives occitanes, les Calandreta. Aujourd'hui, la pédagogie institutionnelle n'est pas une marque déposée, une énième marque de lessive pédagogique. À partir d'un cœur de repères partagés, discutés, travaillés, elle est une constellation d'expériences singulières et constitue une théorie praxique en permanente évolution. Une histoire et un état des lieux de cette constellation complexe restent encore à écrire. Votre ambitieux et nécessaire projet éditorial peut en être l'une des étapes importantes, qui par ailleurs pourrait retisser des rapports entre les champs pédagogiques de nos deux pays, ce pourquoi je suis si heureux d'être aujourd'hui parmi vous, grâce à l'initiative de Giuliana Santarelli à qui je tiens à témoigner de toute ma reconnaissance. Hommage à Aïda Vasquez. Ce matin, je voudrais remercier Michel Bala et toutes les personnes qui organisent cette journée, les organisateurs à la table de conférenciers, mais aussi et avant tout celles et ceux qui ont rendu cela possible, Florence Fabre au premier chef, dans ce lieu où est en train de se faire aussi la psychothérapie institutionnelle. En effet, ce Madelne qui abrite la Cueillette, centre d'accueil de jour, et la Tuchée, le centre de formation que Florence lui a intimement associé, en art-thérapie, psychothérapie institutionnelle et sémiotique, ce n'est pas seulement un lieu qui nous accueille pour parler de psychothérapie institutionnelle, c'est un lieu où cette psychothérapie institutionnelle se pratique, où elle s'inscrit. Et ces gens m'ont confié une tâche solennelle, et pour tout dire de piété, rendre hommage à la mémoire de quelqu'un de presque invisible et qui a pourtant joué un rôle décisif pour la pédagogie institutionnelle, qui s'appelle Aïda Vasquez. Si je parle ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que je l'ai connue, c'est parce qu'on m'a demandé d'en parler. Aussi, je voudrais citer des gens qui, eux, soit ont connu cette psychologue et psychanalyste d'origine vénézuélienne née le 26 septembre 1937, soit ont déjà travaillé à situer ce nom parmi notre aire de discours. Je voudrais citer d'abord Felipe Barnola, son héritier et son neveu, qui vit à Caracas, enfin, qui essaie de survivre comme beaucoup de gens là-bas. Il est musicologue et physicien. Il y a Daniel Clairon des CEPI, qui a beaucoup travaillé avec Fernand et Aïda. Il y a également Arnaud Dubois, qui a écrit sur Aïda Vasquez et plus généralement sur sa place dans l'histoire de la monographie, et Christine Delage qui est peut-être celle qui récemment a le plus rassemblé de documents et témoignages autour d'Aïda Vasquez. Et bien sûr, Raymond Bénévent dans sa biographie sur Fernand Houry, a lui aussi bien défriché ce terrain. Enfin, je citerai Christine Gédouab, qui a travaillé très longtemps avec Aïda Vasquez mais que je n'ai pas pu rencontrer. Aïda Vasquez est morte le 14 janvier 2015, mais parmi les gens de pédagogie et de psychothérapie institutionnelle d'aujourd'hui, quasiment personne ne l'a rencontrée. Un certain nombre de personnes l'ont connue, évidemment, mais pour notre communauté actuelle, c'est avant tout un nom inscrit sur la couverture de 2 livres fondamentaux, qui ont été le moment zéro de la pédagogie institutionnelle. Vers une pédagogie institutionnelle et de la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle. VPI et CCPI, c'est le nom qu'ils ont parmi les copains qui s'y réfèrent en permanence. Quand on rend hommage à quelqu'un dont le destin s'éclot, du moins de manière existentielle, on a tendance à vouloir tisser tous les fils ensemble.
Mais étant donné qu'Aïda Vasquez est un être qui a très vite été là sur le plan de l'absence, je pense que pour nous, il importe plutôt de distinguer plusieurs plans, justement pour essayer de voir dans cette absence toutes les présences que cet être continue d'avoir, alors qu'on finit par oublier qu'il est là. Ces différents plans, ce sont les 2 livres que je viens de citer, mais c'est aussi le travail pédagogique qu'a opéré Vasquez, l'éthique qu'elle y a apportée et enfin son existence propre. À travers vers une pédagogie institutionnelle et de la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle, le nom de cette femme est accolé à un autre nom, celui d'un homme, Aïda Vasquez Fernand Houry. Ces 2 noms signent le point zéro, la naissance de la pédagogie institutionnelle, c'est-à-dire le moment où elle vient au plein jour à l'air libre. À l'air libre, on pourrait dire. Tout le monde sait que cependant, la vie ne commence pas à ce moment-là où un être se délivre, même s'il s'agit d'un moment décisif. Or ces 2 livres le sont, décisifs. Ils marquent une période entre 1967, parution de Vers une pédagogie institutionnelle, et 1972, parution de la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle, tous 2 chez François Maspero, dans la collection Texte à l'appui, dont Houry et Vasquez seront aussi un temps les codirecteurs avec Émile Kopferman. Vers une pédagogie institutionnelle naît à partir de la thèse qu'Aïda Vasquez va mener pendant plusieurs années en travaillant dans la classe de Fernand Houry qui l'accueille, et qui s'intitule « Contribution à l'étude des relations humaines dans la classe », étude de classe primaire active française en pédagogie institutionnelle. C'est une thèse très imposante. Quant à de la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle, Fernand a souvent dit qu'il avait été fait avec les brouillons de VPI. Cela ne l'empêchera pas d'approcher les 800 pages et d'être souvent appelé la brique, de par son volume et la couleur rouille de sa tranche. Ce sont 2 livres qui ont énormément fait pour éviter le désespoir à beaucoup d'enseignants, parce que voilà, on lit ces bouquins, et au lieu de seulement se dire que oui, il faudrait faire autre chose, on se rend compte surtout que quelque chose se fait. Et cet effet salubre dure depuis maintenant plusieurs décennies. On a souvent pu penser qu'Aïda Vasquez, psy et universitaire, était en gros celle qui avait apporté à Fernand, empêtré avec son complexe du primaire, la caution scientifique dont il avait besoin sur le plan imaginaire, mais aussi sur le plan théorique. Elle a apporté Kurt Lewin, Moreno, etc., et selon Raymond Bénévent, a redressé bien des notions freudiennes encore bancales chez Houry. Bien sûr, c'est exact sur certains plans, mais je pense que ce n'est pas tellement ça qui est important. Bien sûr que son apport théorique a été des plus précieux, et beaucoup de gens qui ont travaillé avec elle l'ont dit. C'est elle qui a livré des formules dont nous nous servons encore tous les jours. Besoin comblé, désir perdu, c'est du Aïda Vasquez. Je pense aussi à un texte magnifique, Les enfants dans le monde d'aujourd'hui, intervention datant de 1971 et qui se trouve dans Chroniques de l'école Caserne. Il n'y aurait pas un iota à enlever à ce texte magistral, qui est au contraire rempli d'analyses bigrement pertinentes que notre époque ne ferait que renforcer. Surtout, Aïda Vasquez a été pour beaucoup une initiatrice à la logique freudienne. Elle a permis de faire passer des choses qui jusqu'alors n'arrivaient pas à s'articuler, malgré le fait que Fernand était déjà très pétri de psychanalyse. Dans la parole de Fernand, quelque chose avait du mal à passer et elle a permis ce passage-là. À ce sujet, je voudrais citer à mon sens le plus bel hommage qui a été rendu à Aïda Vasquez, celui de Daniel Clairon, consultable sur le site de nos amis des CEPI, et qui témoigne de l'ambiance et de la tonalité qu'elle a apportée au groupe d'instituteurs. Elle avait un regard mobile, qui ne se fixait que lorsqu'elle ne parlait pas. Elle avait quelquefois un rire de gorge très fort, surprenant chez ce petit bout de bonne femme, et une attention à l'autre assez rare. Pourquoi est-ce si difficile de se rappeler des phrases d'elle ? D'abord, je suppose que le handicap de la langue y est pour quelque chose. Elle était plus une femme d'écoute qu'une femme de parole. Dans les monographies, ayant repéré ce qui faisait sens, elle trouvait les mots nécessaires, avec beaucoup de gentillesse et rarement d'impatience pour nous conseiller et nous guider dans la compréhension des concepts psychanalytiques, conseillant conjointement avec Fernand la lecture des livres indispensables de Freud. Contrairement à Fernand, capable de s'embarquer dans un discours sans fin, dont les intonations fortes et chaudes rendaient difficile de s'y soustraire, Aïda d'une petite voix calme avec peu de mots nous ramenait sur le sujet,
plaçant souvent rapidement un pansement là où ça faisait mal, permettant la poursuite du travail entrepris. Aiguillon et veilleuse dans les arcanes de la psychanalyse auprès des instituteurs de ce temps-là, lors de la création du GET. Les groupes d'éducation thérapeutique, groupes de travail des enseignants qui suivirent la veine Oury-Vasquez et non la veine Fonvielle, cherchant à comprendre avec sa formation de psychologue clinicienne et son expérience d'observation et d'étude des relations dans la classe de Fernand, elle nous aidait avec sa précieuse écoute à nous frayer un chemin. Ce texte éclaire magnifiquement le fait que, dans la parole de la pédagogie institutionnelle qui s'inscrit à cette époque-là, Aïda Vasquez a activé la fonction que Lacan désigne comme le discours de l'analyste. C'est elle qui a donné l'accès à la parole à Fernand et à ses compagnons et compagnonnes. Certes, ça parlait avant elle, les classes existaient et elles existaient ô combien, sans avoir besoin d'une caution psychanalysante ou académique pour vivre. Mais ce qu'elle est venue faire, c'est mettre un peu de fonction -1, d'interrompre ce flot que ceux qui ont connu Fernand savaient pouvoir être parfois envahissant, bien que génial. Elle a apporté quelque chose qui permit de donner forme à tout ce qui sortait et s'expérimentait. Dans tout cela, elle a instillé une qualité de langage. Et à Fernand, mais également aux enseignants qui travaillaient avec lui et donc à la pédagogie institutionnelle naissante, dont le nom avait été donné quelque temps auparavant par Jean, mais qui malgré tout avait quand même du mal à s'inscrire, à tout cet ensemble-là, à ce complexe, elle a permis d'accéder à ce qu'on appelle le discours du maître. C'est-à-dire à un discours qui ne s'autorise que de lui-même. C'est ça qui me semble le plus crucial dans la présence d'Aïda Vasquez, au sein de l'élaboration et de l'écriture des monographies. Quand je dis qu'elle a donné cette qualité de langage, j'insiste bien. Elle n'a pas donné un cadre théorique, ou pire un vernis, non. Elle a donné accès à une dynamique, à quelque chose qui peut prendre forme, qui sort de l'informe et peut ensuite exister vers les autres. Cela, autant à l'intérieur des groupes de travail qu'au dehors, puisqu'elle permit que puissent s'élaborer les monographies, pas seulement celles de Fernand, mais d'autres, mais également que ces livres-là puissent essaimer ailleurs. On pourrait dire que cette présence a été une présence d'analyste, bien qu'évidemment elle n'ait pas joué à l'analyste. Elle n'est pas venue de l'extérieur, faire une petite analyse et repartir. Son désir était bel et bien présent, opérotropisé, ou pour parler simplement, elle savait ce qu'elle faisait là, les pieds dans la merde avec tout le monde, et c'est grâce à cela qu'elle a pu avoir une véritable efficacité analytique, et surtout ne pas s'arroger la propriété de cette efficacité. La responsabilité de cette efficacité, tout le monde la partageait, mais elle, cette petite voix, comme dit Daniel, permettait de relancer quelque chose qui sinon pouvait facilement se gripper ou s'enliser. Et tout cela a donné ces groupes d'élaboration qui ont toujours été la matière même de cette pédagogie. Initialement GTE, groupe techniques éducatives, devenu GET après la scission d'avec la veine autogestionnaire, ils vont, comme de surcroît, donner naissance au langage et au discours de la pédagogie institutionnelle, cette monographie si rare et si précieuse. Mais justement, la monographie constitue, surtout dans les deux livres d'Oury et Vasquez, une réussite stylistique telle qu'en général beaucoup de gens qui voient la pédagogie institutionnelle seulement de l'extérieur croient pouvoir réduire les groupes d'élaboration à des groupes d'écriture, or c'est un contresens total. La monographie ne se réduit pas non plus à un exercice de formation, même si, dans le cadre d'une formation à, ou plutôt d'une transmission de, la pédagogie institutionnelle, passer par l'élaboration monographique est incontournable, tôt ou tard. La monographie n'est pas un ersatz d'écrit de sciences de l'éducation, un article scientifique en plus simple, c'est un lieu d'analyse institutionnelle. J'insiste sur cela parce qu'en lisant les manuscrits du séminaire de Sainte-Anne de Jean Oury, dans les premières années, je suis tombée sur une séance où il critique très férocement ce que, par facilité, on appelle les groupes d'analyseurs. C'est la pire saloperie qu'on m'ait faite de dire qu'il existait à la borde des groupes d'analyseurs. Une fonction analytique, oui, mais qui fonctionne, se partage. Si ça se fiche dans un groupe, c'est le début de la fin. Parce que, tandis qu'un petit nombre joue aux analystes, qui s'occupe de nettoyer les chiottes? Ce que critique là Jean Oury, c'est le début du glissement statutaire et sa division bien connue entre travail intellectuel et travail matériel. Puis, faisant la liste de tous les exemples qu'il avait pu observer à la Borde ou ailleurs, de groupes d'analyse, il finit par dire « En fait, le seul exemple quasi parfait que j'ai vu de groupes d'analyse, ce sont les groupes de pédagogie autour des monographies.
Eh bien, je pense que la présence d'Aïda Vasquez a grandement aidé à faire enfin embrayer fluidement cette fonction analytique, d'instiller cette qualité de piger au cœur de la matière concrète et dense du quotidien des classes, sans pour autant priver les sujets des instituteurs qui amenaient cette matière, du statut non seulement d'énonciateur de cette matière, mais aussi et avant tout de maître de toute la pertinence qu'elle portait en elle en puissance. Aïda Vasquez est le nom de cet événement qui a changé le régime de fonctionnement de ce qui, certes, était déjà là avant tout entier, mais qui avait besoin de prendre, je dirais, une certaine guise. Ça n'a pas été la guise Vasquez, non, pas du tout, au point justement qu'il est très difficile aujourd'hui de repérer sa voix dans les livres. Pour des raisons certes linguistiques, mais pas seulement. Mais qu'est-ce qui est spécifiquement de Vasquez, et qu'est-ce qui est d'Houry ? La question, même si on essayait de faire une analyse du discours de l'œuvre d'Aïda Vasquez, ne serait pas totalement pertinente à mon avis. En général, dans une psychanalyse réussie, le discours de l'analyste ne se dénote pas, il se sent à effet, il prête à conséquence. C'est tout ça qui fait qu'Aïda Vasquez a pu jouer un véritable rôle d'accoucheuse de la pédagogie institutionnelle. Ce mot-là vient d'elle, elle disait paraît-il, les femmes savent faire accoucher les hommes. Ce qui est sûr c'est qu'elle a su. Après, pourquoi, comment ? Qu'est-ce qui lui a donné cette capacité-là au sein du discours de Fernand Houry ? Peu nous importe en un sens. Ce qui est sûr, c'est que son passage a été fulgurant dans la pédagogie institutionnelle. Il a duré 8 ans grand maximum, des années 60 jusqu'à 1973, puis vint le silence. Pas une brisure, ni un arrêt. Pire, la déchirure de sa relation avec Fernand qui a été telle que plus jamais Aïda Vasquez n'a souhaité recroiser les eaux de la pédagogie institutionnelle. Et c'est ce pourquoi elle était invisible aux yeux de ceux qui baignèrent dans ce bain, mais après son passage. À part un extrait d'une émission de Bernard Pivot sur YouTube, personne qui cherche Aïda Vasquez aujourd'hui ne va la voir. C'est la petite histoire, très importante dans l'existence des personnes concernées, mais qui reste tout de même une histoire. Qu'il y ait eu brouille après tout, nous, ce n'est pas notre affaire, à ceci près que cela a engendré une absence, sans forcément que celle-ci prenne sens, et c'est peut-être cela qui pose problème. En revanche, ce qui est beaucoup plus important au niveau de cette fonction analytique qu'elle a rendue à toute son efficacité, c'est que jamais, s'il y a eu brouillage au niveau du rôle imaginaire qu'elle a pu jouer vis-à-vis de Fernand, et réciproquement, jamais il n'y a eu brouillage au niveau du statut qu'elle a occupé au sein des groupes. Je dirais que le statut social de la psychologue, dans ces groupes-là, n'a jamais écrasé la fonction analytique. Jamais elle n'a joué à l'universitaire ou à l'analyste, jamais elle ne s'est prise pour ce qu'elle était sur sa fiche de paye. C'est ainsi que Jean Houry définit le statut, non sans rajouter que le plus fou dans un hôpital, c'est celui qui dit « Moi je suis directeur ». Je ne pense pas qu'elle aurait tenu longtemps avec les instits, si elle avait joué à ça. Mais je pense qu'elle a été ainsi, sans avoir à se renier en rien du tout. Et l'important pour l'éthique de la pédagogie institutionnelle est là. Plus généralement encore, que ce soit elle ou Fernand qui ait signé les livres ne veut pas dire qu'ils s'arrogeaient le droit de parler, seul, de pédagogie institutionnelle, ni qu'ils arraisonnaient la production des autres. Il y a toujours un « nous » qui parle dans les livres de pédagogie institutionnelle, et ce « nous » dessine une figure d'auteur, une place à laquelle tout praticien doit pouvoir s'autoriser d'accéder, dans sa propre classe comme dans ses propres écrits. Une place d'idéal du moi, ou quelque chose de cet ordre-là en tout cas. La présence d'Aïda Vasquez a été cela, sous-jacente certes, peu audible ou lisible peut-être à travers les mots tels qu'ils nous sont parvenus, mais bel et bien agissante à travers leur qualité. C'est ce qui fait qu'à mon avis elle a été finalement un personnage aussi important, voire plus important, que Jean, frère de Fernand, dans les figures psy qui ont permis à la pédagogie institutionnelle de naître. Je parle du frère Houry, mais je devrais rajouter aussi Francesc Tosquel, dont Fernand fut proche, en particulier à certains moments de sa vie. Avec Tosquel et Jean Houry, on a je crois les deux psychiatres qui ont le mieux connu la pédagogie institutionnelle. Ils la connaissaient à la fois intuitivement et coopérativement. En plus de lire les livres, ils les préfaçaient ou postfaçaient souvent et ils connaissaient les classes. Il y a des choses dont ils se sont puissamment servis, et cela remonte à Tosquel révolutionnant l'hôpital de Saint-Alban par l'impression du journal des fous grâce à l'imprimerie prêtée par l'enseignant du village voisin, qui travaillait en pédagogie Freinet.
Le problème, c'est que leur place dans la pédagogie institutionnelle, surtout celle de Jean, rendait encore plus difficile peut-être pour Fernand de se décoller de lui-même, de ce flot qu'il avait et qui l'empêchait d'accéder à l'écriture. Car il écrivait énormément, et Fernand Houry est un immense styliste, un très grand écrivain. Pour s'en convaincre, je conseille d'aller musarder dans les mémoires d'un âne où Luigi et Ahmed, dans de la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle. Dans les deux grands analystes que furent les frères Houry, autant Jean est un poète, autant Fernand est un raconteur. Mais Jean ne pouvait évidemment pas avoir auprès de son frère la place qu'a pu occuper Aïda Vasquez, cette place d'analyste, de donneuse de fonction -1. Du moins durant un temps. C'est en cela que, selon moi, l'éthique d'Aïda Vasquez a opéré, dans le lieu institutionnalisé du groupe de travail, j'entends. On le voit parce que ces livres ont existé. Et aujourd'hui, ces groupes de travail, les GTE et les GET, représentent les ancêtres de tous les groupes de pédagogie institutionnelle. Autrement dit, c'est une forme première qui s'est mise en place à cette époque, tant dans l'écriture que dans le travail technique, la défense de ces matérialismes à la fois scolaires, fantasmatiques et institutionnels mis ensemble, sur lesquels ne jamais céder. C'est tout cela qu'elle a contribué à rendre possible et à inscrire. Si Aïda Vasquez a pu porter cet air de discours de la pédagogie institutionnelle jusqu'au franchissement d'un tel seuil, cela n'en a pas moins représenté une période brève de sa vie. Ce sera la dernière boucle que je voudrais faire après avoir parlé des livres, des groupes de travail et de son éthique, parler son existence. Aïda Vasquez est une double exilée. Elle vient du Venezuela, mais avant d'arriver à Caracas, elle vivait dans la partie caribéenne du pays. Ensuite elle est partie à Paris, après une double formation entre autres en psychologie. Cela lui a fait parcourir un trajet de femme tout à fait particulier, non seulement à cette époque, mais qui plus est dans un pays comme le sien. Ça a été un travail très dur qu'elle a mené, en orpheline de père très jeune. Quand elle est arrivée à Paris, elle a retrouvé les mêmes tares dans l'université parisienne qu'à Caracas. Mais quand elle arrive dans la classe de Fernand Houry, je pense qu'il n'a pas fallu lui faire un long discours pour qu'elle comprenne ce que c'était que la pédagogie institutionnelle. Elle le pige de suite comme Tosquel, comme Jean. Et cela, Fernand l'entend, car effectivement c'est l'occasion rêvée de pouvoir peut-être construire quelque chose de sérieux à partir de toute cette matière qu'il accumule depuis plusieurs années déjà. Juste une petite anecdote. J'ai pu avoir lecture du rapport de jury de sa soutenance de thèse, et je peux vous dire que la doxa universitaire n'a pas changé d'un poil, par rapport à la psychanalyse, par rapport à la pédagogie institutionnelle, par rapport à tout. C'est très bien tant que ça reste de la psychologie, mais enfin on ne va pas mettre de la psychanalyse dans la classe, vous vous rendez compte. Bref, ce genre de bêtises qu'est là on ne connaît que trop encore aujourd'hui, même si cela se dit sous d'autres formes plus raffinées, très intelligentes. Dans la névrose séculaire de l'éducation nationale, toujours les mêmes défenses à l'encontre de cette intrusion incalculable et ingérable du désir et de son corollaire, l'angoisse. Toujours cette même incapacité structurelle de penser qu'un accueil du sujet dans toute sa singularité soit possible. Quelques anecdotes, colportées par des copains de génération en génération, détaillent combien le jour du jury, elle a eu affaire à cette ségrégation érudite qui révèle combien le complexe du primaire de nombre d'instituteurs ne relève peut-être pas de la seule paranoïa d'Houry. Des anecdotes qui attestent qu'elle fut ce jour-là aussi, où il lui fallait se tenir sous le jugement tout-puissant du savoir universitaire établi, à la hauteur de l'éthique de la pédagogie institutionnelle. Une telle tenue n'est peut-être pas de l'éthos de tout le monde. Il était important que nous pensions à cela, quand on sait qu'à partir de 1973, elle coupera tous les ponts avec la pédagogie de Fernand. Sa propre écriture continuera, car elle a écrit jusqu'à la fin de sa vie, y compris un manuscrit plus ou moins autobiographique, narratif, selon Felipe Barnola. Mais en termes d'inscription dans le champ de la pédagogie institutionnelle, effectivement, il n'y aura plus grand-chose. Et c'est avec ce vide-là, à jamais non bordé, que nous aurons toujours à faire. Je pense qu'il était important que ce nom-là soit, une fois encore aujourd'hui, l'objet d'un hommage, et remis à une place la plus exacte qu'il m'était possible. Non pas d'un point de vue historiographique, je n'en ai pas les moyens et d'autres ont commencé à le faire que j'ai cité, et auquel je vous renvoie. Mais dans notre espace de discours, ce nom est un point qui fait repos.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.